Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler, t'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi! Dans cet épisode, je discute avec Ambroise Debray, growth marketer, consultant et formateur en ligne. Il a quitté son emploi à seulement 24 ans pour gagner sa vie sur le web et voyager. Il accompagne aujourd'hui plus d'une centaine de personnes qu'il nomme des freemotes à devenir digital nomades à leur tour. Je connais Ambroise depuis maintenant plusieurs années. Il m'a enseigné pendant ma maîtrise en commerce électronique, puis m'a aidé à me lancer à mon compte. Je vous garantis que cet épisode sera rempli de valeur. Écoutez-le jusqu'à la fin pour découvrir ses meilleurs conseils pour devenir freelance et lancer sa formation en ligne. Bonne écoute! Salut Ambroise! Salut Tania! Merci d'avoir accepté mon invitation sur mon podcast. C'est un peu étrange parce que d'habitude, c'est toi qui m'interviews et là, c'est l'inverse. Ben c'est bien, il faut inverser les rôles. Oui, c'est ça. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ton histoire. Je pense que je connais ton histoire en gros, mais c'est sûr qu'il y a plein de détails que je connais pas et que je pense qu'ils vont être super intéressants et aussi pour tout le monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, au marketing. Donc, premièrement, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'occupe en ce moment? Qu'est-ce que tu fais pendant tes semaines? C'est quoi tes projets prioritaires? Alors en ce moment au Mexique, il y a beaucoup de temps passé sur les tacos et la plage. Je t'avouerai. Mais sinon, en général, si on parle de travail, je passe à peu près les 3/4 de mon temps sur créer du contenu pour aider les freelances à se lancer. Et puis, s'ils veulent devenir digital nomade, travailler en voyageant. Et puis, 1/4 de mon temps à peu près passé sur des missions de freelancing. Donc, j'ai des clients aussi. Moi, ce que je fais, ça s'appelle le growth marketing. Et donc, voilà, 75% freelancing, aider des gens à devenir freelance et 25% moi le faire. Puis ça a changé aussi comme proportion au fur et à mesure du temps. OK, parfait. Puis est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi exactement ta formation? Pourquoi tu as parti ça, premièrement? Ok. Ouais, donc en fait, moi, ça va faire presque 7 ans en fait, que je suis freelance. À la base, moi, j'ai lu un livre qui a tout changé pour moi, qui s'appelle La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Je l'ai lu, on me l'a offert à Noël 2013, je l'ai lu. Et puis après, à partir de ce moment-là, tous les choix que j'ai faits, c'était pour pouvoir devenir nomade digital et donc arriver d'abord à gagner ma vie en ligne. Et donc j'ai testé plein de choses. J'ai testé le e-commerce, j'ai testé de monter une agence, j'ai testé de monter des événements en ligne, plusieurs startups et d'être freelance. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le freelancing, c'est ce qui avait toujours marché pour moi. Et quand j'ai commencé à quand je suis vraiment devenu nomade il y a presque 4 ans, j'ai commencé à transformer mon blog qui était plus du growth marketing et à parler de nomadisme. Donc j'avais fait un guide How to become a digital nomad, c'était en anglais, How to find cheap flights, des trucs comme ça. Et puis petit à petit, j'ai vu qu'en français, en fait début 2019, j'ai vu qu'en français, il n'y avait pas vraiment beaucoup de ressources de qualité sur le freelancing, le nomadisme. Il y en avait, mais il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres sujets à traiter, d'autres angles à aborder. Et donc là, j'ai commencé à prendre des cafés avec une vingtaine de personnes pour voir un petit peu les besoins, commencer à créer du contenu là-dessus, créer mon groupe Facebook, mon Instagram, commencer ma chaîne YouTube. Et puis petit à petit, j'ai commencé à aider des gens justement avec ça, comment gagner leur vie en ligne, qu'ils soient à distance ou en voyage ou chez eux. Et puis donc à coacher des gens. Et l'été 2019, en fait, j'ai fait un sondage où j'ai inclus toute la communauté pour voir, demander concrètement, ok guys, comment est-ce que je peux vous aider maintenant à le faire vraiment, si c'est votre objectif, cool, je fais du contenu, etc. Mais comment est-ce que je peux vous aider concrètement et profondément à le faire? Et donc là, la réponse à ce sondage-là, ça a été que les gens voulaient que je les aide à devenir freelance spécifiquement. Ça aurait pu être devenir, je sais pas, faire du e-commerce, monter des startups, etc. Mais les gens voulaient vraiment cet aspect freelance. Et le format, les gens m'ont demandé de faire une formation en ligne avec de l'accompagnement parce que c'était quand même un projet important. Il y avait beaucoup de choses à déterminer, etc. Et donc, à l'automne 2019, en tant que bon entrepreneur Lean Startup, j'ai lancé donc cette formation, ce programme en pré-vente. Ça veut dire que j'avais défini ce que j'allais mettre dedans, mais je ne l'avais pas encore du tout préparé. Et donc, j'ai fait cette pré-vente-là. Bien sûr, les gens étaient au courant. Et donc, c'est un programme que j'ai appelé et qui s'appelle toujours Freemote, la contraction de freelance et remote.
Et donc, il y a 8 personnes qui m'ont fait confiance, qui ont payé, alors que le programme n'existait pas encore. Et j'ai créé la formation au fur et à mesure avec eux. Donc, je sortais un module par semaine pendant 10 semaines avec du coaching pour vraiment avoir leur feedback et améliorer ça. Et puis ensuite, donc ça a donné une formation en ligne complète sur vraiment comment devenir freelance de A à Z. Et formation que tu as rejoint d'ailleurs la deuxième édition quand j'ai relancé en janvier 2020, il y a un an, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. parfait. Ben oui, je connais très bien Freemote. Je l'ai expérimenté moi-même, puis je crois que c'est vraiment une bonne formation pour aider les gens à devenir soit freelance, à temps plein, à temps partiel, dans différents domaines selon ce que les gens aiment, etc. Donc là, j'ai vu que tu es rendu quand même à une centaine de personnes qui ont rejoint la formation. Mhm. C'est vraiment un bel accomplissement, selon moi, de se rendre là. Fait que j'étais curieuse de savoir, c'est quoi, selon toi, les meilleures stratégies pour promouvoir sa formation en ligne? Est-ce qu'il y a des canaux qui se distinguent de d'autres? Aurais-tu des conseils spécifiques pour ceux qui veulent justement se rendre où tu es rendu avec 100 personnes dans leur communauté et aussi avoir un impact aussi important sur la vie des gens? Mhm. Je pense que c'est vraiment ce qui est vraiment important tout au long du projet de lancement de n'importe quel produit, mais là on va parler de formation, c'est vraiment d'être au contact de ton marché. Parce que c'est facile de dire ok, je vais faire une formation sur, je sais pas, la poterie. Ok, tu fais ta formation, tu es un expert là-dedans, tu fais ta formation complètement, après tu te dis ah ok, je l'ai faite, maintenant il faut que je la vende, comment je fais, tu sais. Alors que Oui. si tu es vraiment dans le mode, comme je disais, en mode lean, où à chaque étape, tu inclus ta communauté, tu inclus les gens pour avoir du feedback sur ce que tu fais, et que la formation aide vraiment les gens et pas te fasse sentir bien toi, tu vois, et ben là, tu es plus proche de leurs besoins et donc ça va mieux. Tu sais. Quand j'ai sorti la formation au fur et à mesure, il y a des choses que j'allais traiter qui étaient, tu sais, dans ma tête, ça faisait du sens, mais dans l'esprit d'un freelance qui démarrait, qui était en train de se lancer, ça faisait aucun sens. Donc j'ai pu vraiment rester au contact du marché par rapport à ça. Et je te dirais que même pour toute l'évolution de la formation, tu sais, donc je t'ai dit la première fois, l'automne 2019, j'ai lancé au fur et à mesure, tu sais, je te mettais tout en place. Pour 2020, quand tu as rejoint, c'était un format encore avec du coaching en groupe, Ouais. avec accès à des modules au fur et à mesure. Puis après, j'ai fait des sondages un petit peu. J'ai demandé aux Freemote niveau format, qu'est-ce qui leur plaisait le plus. Est-ce que je devais donner accès à toute la formation directement. Niveau coaching, qu'est-ce qui faisait plus de sens. Et avec ça, j'ai créé différents forfaits. Tu sais. Il y a le forfait formation seul, où tu as toute la formation, tous les exercices, outils, etc. et le groupe Facebook. Tu as Mhm. maintenant un forfait avec coaching en groupe une fois par mois pendant 6 mois. La première version, c'était une fois par semaine. Quand tu l'as faite, c'était une fois toutes les 2 semaines. Et maintenant, c'est une fois par mois. Tu sais. Et puis aussi du coaching individuel parce qu'il y a des gens qui étaient peut-être plus avancés ou qui n'aimaient pas trop l'aspect coaching de groupe, qui voulaient pas trop partager, etc. Chacun son truc. Mais donc, j'ai évolué les forfaits. Et puis là, j'ai même rajouté récemment d'autres fonctionnalités, tu vois, avec un job board par exemple. J'ai rajouté quoi d'autre? J'ai rajouté un répertoire de Freemote. On va faire des rencontres 4 fois par an. Il y a plein de choses comme ça que j'ai rajouté au fur et à mesure. Et c'est pas parce que moi je me disais ok, ça va être cool. C'est que j'ai ressenti le besoin en parlant au Freemote, en voyant aussi ce que les gens avaient besoin. Et puis c'est Mhm. toujours l'histoire de déceler le besoin, le tester avec une version facile à mettre en place et ensuite en faire que ça fasse partie du produit complet, quoi. Ouais, je comprends, ça fait du sens. Euh, ouais. Ça, Puis, c'est ouais, plus du côté produit. Je pense que ta ouais, question, c'était aussi au niveau marketing. Euh, ouais, les deux. ouais. J'ai commencé par le produit justement parce que pour moi, le marketing, un bon marketing commence avec un bon produit. Donc si tu sais que ton produit, ou dans ce cas-là, ta formation, répond à un besoin, apporte une transformation chez les personnes qui la suivent, et que les gens qui suivent la formation ont envie d'en parler, ont envie que leurs amis en profitent, etc., tu sais que tu as un bon truc. Tu sais que tu as ce qu'on appelle une productocracy. OK, On je parlait des comprends. livres de MJ DeMarco, là tu as lu le premier. Là c'est dans Ouais. le deuxième livre, Unscripted, qui parle de ça. C'est quand tu as un produit qui est assez bon pour que les gens commencent à en parler autour d'eux, en soient contents, soient prêts à faire des témoignages, etc. Tu vois. Mhm. Et donc, ça commence vraiment avec un bon produit. Après, le marketing, tout ça, c'est autre chose. Je pourrais pas te donner une réponse genre définitive. Même avec 100 personnes, je suis toujours en train de tester.
Bien sûr, il y a différents canaux. Tu sais, il y a les lancements que je fais quelques fois par année. Il y a mon contenu sur lequel je mets beaucoup d'efforts en ce moment. J'ai fait aussi des pubs. J'ai une liste email. Il y a beaucoup de choses, tu sais, comme ça. Mais pour l'instant, tu sais, il y a un petit peu de tout aussi là-dedans. Ok. Je savais pas que tu faisais de la pub. C'est quel canot tu as expérimenté, par exemple? Ouais, alors j'ai fait de la pub pour l'instant sur Facebook, Instagram. C'est la OK. plateforme que je maîtrise le plus. Puis voilà, tu sais, je suis toujours en train de tester, là, je teste des nouvelles façons de faire rentrer les gens dans ma communauté et leur proposer Free Mode. Donc, tu sais, à voir après, une fois, si ça fonctionne, là, je referai de la publicité sur Facebook, Instagram, puis aussi les plateformes Google et autres, éventuellement. Ouais. Fait que tu as quand même réussi à avoir un certain retour sur investissement sur ce que tu as essayé à date. Mais Mhm. c'est de voir après ça, je pense, c'est quel canal qui vaut plus la peine de mettre de l'énergie. C'est ça. Bah, moi, je pense que oui, tu sais, on peut parler de un canal, mais chaque canal a son rôle à jouer particulier. Et Mhm. je vois que toute la partie, tu sais, la publicité, c'est cool. Et je dis pas le contraire, tu sais, j'en fais pour des clients, j'en ai fait pour moi, etc. Après, c'est toujours concrètement qui t'attire dans ta communauté. Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce qu'ils sont prêts à passer à l'action? Est-ce qu'ils ont assez confiance en toi pour passer à l'action? Et je pense que pour tout produit tu sais, qui a une certaine valeur, un certain prix, qui a un certain investissement, il y a aussi une notion de confiance et de connaître le formateur, mettons, pour pouvoir passer à l'action. Et donc c'est là que la partie contenu joue un grand rôle. Tu sais, le fait, en ce moment, je fais une vidéo par jour. J'ai une centaine de vidéos ou plus sur YouTube, je sais même plus la fois que je recompte. Je poste régulièrement sur les réseaux sociaux. Toute cette relation, tu vois, de voir, ah oui, ok, Ambroise, il fait ce qu'il dit, il est au Mexique. Ah oui, il était à Lisbonne cet automne. Ah oui, tu sais, il a aidé Tania et voilà comment elle a fait elle. Tu sais. Toute cette partie-là, ça crée une confiance et c'est pas vrai que la plupart des gens vont pas comme ça acheter en 2 jours une formation. Tu sais. Ils ont besoin de savoir que ils accrochent à la personnalité, que je peux les aider, que ils aiment bien mon style aussi, parce qu'il y a différents formateurs, différents styles, différentes façons de voir les choses. Moi, je sais pas, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que je suis plus quelqu'un d'énergique, tu sais, punchy, ok, go, à l'action, etc. Il y en a qui ont plus besoin de formateurs, qui vont peut-être parler plus lentement, qui vont les rassurer, etc. Tu sais. Chacun son Ouais, style ça aussi. fait du sens quand même. C'est vrai que Puis t'es. t'attires les gens qui te ressemblent aussi, donc c'est ça. Ouais, parfait. Puis, dans le fond, je me demandais, tout ce processus-là, Mm. euh, ça a pris combien de temps? Ça prend combien de temps à valider son idée, par exemple? Valider, je dirais que tu valides vraiment ton idée quand tu as des premières personnes qui commencent à payer. Tu sais. OK. Fait que dès que tu as parlé de ton programme, tu étais prêt à recevoir des premiers free modes, puis Ouais. de tester avec eux certains modules, coaching, etc. Tant que les gens n'ont pas payé pour ce que tu dis, tu sais, ils peuvent dire n'importe quoi et enfin, Mhm. ils peuvent dire pour te faire plaisir, etc. Tu vois, et ça, je l'ai appris de hard way en faisant des startups où les gens disaient oui, oui. Et c'est aussi très québécois, je trouve, de dire oui, 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 et ok. Mais en fait, en vrai, ça veut dire non. Et sauf qu'en tant que fondateur, ça, c'est terrible parce que tu te dis, ok, tu comptes sur ces futurs clients-là et en fait, c'est non. Tu sais. Donc Ouais. c'est arriver assez vite à avoir le oui ou le non définitif. Et le oui ou le non définitif, c'est d'acheter et de payer, tu vois. Mettre ta carte de crédit et y aller. C'est là que tu sais vraiment si tu as quelque chose. C'est pour ça que la méthode du pré-lancement, elle est hyper importante. Mhm. Parce que quand les gens ont payé, en fait, toi, tu es payé à créer ton produit et tu sais que ça a été validé, tu vois, qu'il y a assez de valeur pour que les gens payent, que ça répond à leurs besoins et qu'ils ont confiance en toi. Mhm. Fait que tous tes modules, tes programmes de coaching, dans le fond, quand tu parlais de ta formation au début, ils n'étaient pas encore créés. Tu les as vraiment créés au Mhm. fur et à mesure que les gens se sont rejoints à ton programme. En fait, ouais, j'ai fait un lancement. J'ai dit, OK, de telle date à telle date, voilà le programme que j'ai en tête, voilà ce qu'il y aura dedans. Je vais le créer au fur et à mesure. Les gens le savaient, hein. Et, et voilà ce que vous allez avoir, tu sais. Après, oui, c'était au fur et à mesure. Et oui, les gens, ils ont rejoint alors que le produit n'était pas là, tu vois. Et ça, c'est un signe de confiance assez fort. Ouais. Super, ben merci de nous avoir partagé tout ça. Je pense que c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment un bel accomplissement. Puis ça, dans Puis le fond,
Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est aussi un learning que j'ai eu de, tu vois, de monter une startup, mettons, où j'avais pas validé ce besoin-là et on a travaillé plus d'un an sur quelque chose qui finalement n'avait pas de besoin profond, tu sais. Donc, ça fait partie du cycle de l'entrepreneur qui a une idée, qui la teste, qui apprend, tu sais. Ça, j'ai bien appris de ça, tu sais. Je vais pas refaire la même erreur deux fois. Ouais. Donc Mais là, maintenant, n'importe quel produit que je vais lancer, que ouais. ce soit en consulting, en freelancing, en consulting ou d'autres formations ou même des produits physiques, peu importe, c'est sûr que je vais les tester avant, en pré-vente. Mhm. Je comprends, ça fait totalement du sens. Puis là, tu as comme un peu devancé mes questions. C'était justement de savoir, parce que tantôt, tu as dit, ah, j'ai fait un blog, j'ai fait une agence, j'ai fait une start-up, tu as parlé de plein de projets. Puis je pense que, tu sais, souvent, on voit les entrepreneurs qui ont vraiment bien réussi dans la vie, puis on oublie tout ce qu'ils ont fait avant, tu sais, pour se rendre là. Hmm. Fait que ma question, c'était justement dans ce sens-là. Tu sais, c'était quoi les expériences que tu as eues avant? Qu'est-ce que tu as appris le plus? Là, tu m'as donné quand même une réponse qui était de bien valider ton idée Hmm. avant de tout créer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu retiens de tes différentes expériences entrepreneuriales avant Freemote et le freelancing? Ah bah c'est sûr, t'apprends de chaque expérience, tu vois. Et c'est vraiment le mythe enfin le truc du overnight success, 10 years in the making, tu vois. Genre la face cachée de l'iceberg, tu vois, le succès, je sais pas, le fait que je sois au Mexique, free mode avec 100 personnes, etc. Mais tu vois pas les moments de doute, les moments où tu te dis Ouais. merde, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que je suis pas en train de me planter complètement, et tout ça. Et c'est sûr que bah, en étant entrepreneur, en continuant, tu vois, c'est sûr qu'il faut avoir ce drive de le faire, etc. Mais moi, j'avais vraiment mon objectif, c'était ok, je veux des nomades, je veux voyager en travaillant, je veux être dans mon propre truc. Même si j'ai suivi tu sais, les bonnes études, bon travail, tu sais, j'ai même donné un cours au HEC, tu sais. Euh, mais ce que j'ai appris de mes expériences, bon, ce côté de ouais, vraiment valider le besoin et tant que tu n'as pas l'argent, c'est pas un oui, tu sais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah, toute la partie comment fonctionne la vente, c'est comment considérer ça, comment le faire. Le fait aussi de collaborer avec des personnes sur des projets. J'ai monté des projets avec des personnes qui n'étaient pas du tout les bonnes, en tout cas pour moi, et j'ai appris aussi de ces erreurs-là, tu sais, de la perte de temps que ça peut être, des relations que ça peut briser si c'est pas les bonnes personnes. Qu'il faut, quand tu fais des partenariats, il faut bien cadrer la relation avec un contrat ou un pacte, tu vois, pour bien être sûr qu'en cas de problème, tu sais, il se passe ça ou il se passe ça. Euh, Plein de trucs aussi. Bon, c'est difficile de me souvenir de tout ce que j'ai appris comme ça. Ça, c'est plus des réflexes maintenant que j'ai. Je me dis, ok, maintenant, si c'est comme ça, tac. Ça vient plus. Si j'en ai d'autres pendant qu'on discute, je te le dirai. Mais il y a beaucoup de trucs, c'est sûr, côté professionnel, etc. Tu sais, ça peut être des trucs aussi bêtes que genre la ponctualité ou bien présenter, tu vois, ou des choses comme ça. L'importance que ça peut avoir, tu vois. Je sais pas, par exemple, j'ai retenu un truc, c'était pas forcément quand je créais quelque chose, mais ma première mission freelance, c'était pour une startup de Charles Brun et Kwakuziga, qui après, je les ai accompagnés dans Montréal e-commerce, puis j'ai repris ça. Mais par exemple, tu vois, un truc que j'ai retenu de Charles, c'est que quand tu arrivais au bureau ou quand il recevait quelqu'un, c'était toujours tu sais, te faire sentir hyper à l'aise. Tiens, est-ce que tu veux un verre d'eau? Ou tiens, est-ce que tu as un truc, tu vois? Vraiment mettre les gens hyper à l'aise, faire tu vois, des trucs genre, mettons, faire des compliments sur des trucs que tu as, pour vraiment créer une relation, tu vois, de confiance directement et amicale, tu vois. Et que le business, c'était pas juste on fait de la vente, mais c'est avant tout une relation d'humain à humain et de pas oublier ça. Enfin bref, je te dirai si d'autres choses qui viennent comme ça, mais c'est toujours c'est un ongoing learning, même au niveau vie perso, vie pro, tu sais, trouver l'équilibre, c'est toujours compliqué et je pense que ça se trouve jamais à 100%, tu sais. Ce qu'il faut, c'est pouvoir ouais, continuer. Et pour moi, tu sais, je pourrais te dire des leçons tant que je veux. Euh, Chacun doit faire ses erreurs. Alors, si on peut éviter de les faire en apprenant d'autres personnes, ok. Parfois, il faut les faire, tu vois. Mais ce qui est important, c'est d'être toujours dans l'action. Parce que quand tu es dans l'action, bah, tu vas avancer. Tu fais des erreurs, tu te reprends, tu apprends de tes erreurs et tu le feras mieux la prochaine fois. Mais tant que tu es comme ça, tu peux pas échouer en fait. Parce que tu es toujours en train d'apprendre et d'apprendre de ton marché. Et bah, petit à petit, bah, tu apprends, etc. Et tu vois, un exemple que j'ai par rapport à ça, c'est par rapport aux digital nomads, tu vois. La Mhm. plupart des personnes qui se lancent, et moi le premier quand je me suis lancé en 2017, c'est
ok, tu te dis, ok, ça y est, genre, t'as cette bouffée de liberté, je peux aller partout, travailler, gagner ma vie en faisant n'importe quoi, etc. Et t'as ce truc du nouveau nomade qui va changer de destination tous les 3 jours, tu sais. Moi, j'ai fait ça en Asie et genre, j'arrivais à Bangkok, paf, je suis parti à Koh Tao, j'ai fait mon truc de plongée en essayant de travailler à côté. J'ai été faire la fête à Koh Phi Phi, ensuite j'ai été à Chiang Mai, machin, machin. Et tu le sais que c'est pas durable, tu vois, de bouger tout le temps parce qu'il faut que tu travailles, que tu trouves où travailler, que tu trouves le temps de faire la fête, de visiter, de trouver où tu vas dormir, comment tu vas aller, etc. Et tu fais un peu un burn-out du nomade. Et c'est normal, tu vois. Et il y a une fille que je connais qui s'appelle Yeza. Je sais pas si tu l'as vue, t'étais pas à Lisbonne, mais elle était à Lisbonne. Maintenant, elle est au Costa Rica. Maintenant, elle est au Mexique, pardon. Et elle, je l'avais mis en garde, tu vois, là-dessus. Elle m'avait dit, bah, je vais faire ça, ça, ça. Je dis, ok, tu sais, c'est ton parcours, mais je te dis d'expérience et des autres que j'ai vus que si tu fais ça, tu vas faire un peu un burn-out de voyage, etc. Et tu risques voilà, de mal le vivre. Et elle m'a dit, ok, merci de me l'avoir dit. Je vais voir comment je le sens. Et là, elle l'a fait son burn-out du nomade, tu vois. Ah Mais ouais. elle a dit, tu vois, j'en avais besoin. Il fallait que je fasse l'erreur pour vraiment comprendre. Et je trouve que c'est important de te dire, ok, tu peux lire toutes les biographies que tu veux, d'éviter toutes les erreurs, etc. Mais si tu fais trop attention à éviter des erreurs, ça risque de te bloquer dans ton action. Et ça, c'est dommage. Ouais, c'est sûr, là. Mais je pense que tu as quand même mentionné vraiment des bonnes pistes et des bons apprentissages que tu as eus à travers tes différentes expériences. Après ça, c'est sûr que tout le monde va faire des erreurs. Tu sais, je pense que c'est quand même inévitable. Même moi, j'ai pas Bah, ouais, autant d'expérience encore que toi, mais il faut. j'ai passé par plein d'erreurs. Puis je suis contente de les avoir faites au fond parce que ça me fait avancé, tu sais. Puis maintenant, justement, je sais, une fois que je les ai faites, j'ai fait plus, normalement. Mm. Fait que Ouais, puis c'est ça. il y a une quote, je sais plus exactement de qui c'est, euh, mais c'est que si tu fais pas d'erreur si tu apprends, tu vois. Si tu apprends de ton erreur, c'est pas une erreur, tu vois. C'est plus un apprentissage, c'est un truc qui te Ok, pousse ouais, à ouais, l'avant. ouais, dans ce sens-là. Je Je comprends. paraphrase et je sais plus de qui c'est, mais voilà l'idée, tu sais. Je comprends le principe. Mais oui, c'est vrai, j'ai vu aussi plusieurs quotes un peu dans ce sens-là. Puis c'est sûr que si tu vois ça comme des apprentissages, tu vas te sentir beaucoup mieux, puis tu vas beaucoup plus Mm. avancer que si tu t'arrêtes, puis tu n'oses plus bouger parce que tu as fait une erreur, puis tu le vois comme si c'était l'enfer, tu sais. Fait que, parfait. Puis, je me demandais aussi, là, on a parlé plus des erreurs, mais au niveau de tes ressources, est-ce qu'il y a des personnes, des livres, des podcasts, n'importe quoi qui t'ont comme vraiment, vraiment motivé puis qui ont eu un impact dans ta carrière d'entrepreneur? Ouais, bah écoute, je t'ai déjà parlé un petit peu de la semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Moi, ça a été vraiment ça, c'est mon étoile que j'ai suivie, surtout au début. Bon, d'abord avec le livre, et puis ensuite en 2014, quand justement je commençais le freelancing, l'e-commerce, etc., il a commencé à sortir son podcast aussi, Tim Ferriss. Et donc, c'était le premier podcast que j'ai vraiment écouté et je l'écoute encore aujourd'hui, même si je sélectionne plus les épisodes que j'écoute. Mais ça a été vraiment mon truc, tu sais, quand j'étais étudiant, quand j'étais employé, tout mon commute, donc tu sais, les heures que j'avais passées en transport pour aller au HEC, pour par exemple aller au travail, tu sais, j'écoutais ce podcast-là, tu vois. J'avais des gens de plein d'horizons différents qui, tu sais, des conseils. C'est un peu comme si c'était un mastermind continu, tu vois, et t'as Tim Ferriss qui est dans tes oreilles tous les matins, qui te raconte comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il teste, qu'est-ce qu'il considère comme ça. Euh, donc pour le livre et le podcast, et puis je pense que c'était ouais, la personne, je te dirais ça. Après, grâce à ça, grâce à lui, j'ai découvert aussi d'autres personnes, tu sais, de son réseau qui recommandent, qui l'interviewaient. Donc je sais pas, tu avais par exemple Ramit Sethi, plutôt côté finance perso, mais aussi côté vente et négociation. Très intéressant, tu vois, pour négocier des rabais sur tes factures de téléphone, tes trucs de banque et tout ça. Et tu sais, le pire, c'est que c'est des trucs qui marchent, tu sais. Genre, mettons, j'avais oublié une fois de payer ma carte de crédit, tu suis son script, paf, $100 de frais, paf, disparu. C'est juste, si tu. Ce genre de truc-là, tu vois que si. Tout est négociable en fait. À part la science, la science, le droit et la médecine, tout est négociable. Et tu vois, ces genres de choses-là. Qui d'autres aussi, pas plein de livres que j'ai lus, tu vois, par exemple, un livre qui s'appelle Vagabonding de Rolf Potts. Et puis d'autres livres qu'il a écrits, c'est vraiment une bible du nomadisme ou du voyage à longue durée, tu vois. Euh,
Vraiment plein de personnes comme ça que j'ai rencontrées à travers de ce podcast-là. Puis aussi au fur et à mesure, tu sais, moi, un truc, moi, j'en ai pas parlé encore, mais pendant 5 ans, j'ai organisé Montréal plus e-commerce, une conférence mensuelle. Donc, on faisait ça 10 mois par an. Là, on faisait pas trop ça, enfin, on faisait moins ça l'été. Mais 10 mois par an, 10 fois par an, j'organisais un événement où j'avais 2 ou 3 speakers qu'on invitait à venir parler de leur expérience. C'était surtout e-commerce, mais on avait un petit peu de tout. Puis là, j'ai rencontré des personnes vraiment inspirantes. Puis à chaque personne qui te partage son parcours, tu sais, tu vois des choses qui te parlent plus. Et on a des gens vraiment cool, notamment le COO de Shopify. On a eu Marc Roberge qui était un des VP de HubSpot, qui a écrit un des meilleurs bouquins de vente tech qui existent. On a eu aussi un autre mentor plutôt en growth marketing, c'était Vincent Dignan, qui s'appelle Vin Clancy, il a changé de nom. Un anglais complètement excentrique qui s'habille avec des drapeaux des États-Unis. Ouais, t'étais là, donc t'as vu, lui c'était un de mes mentors, tu vois, dans ses programmes, et là il est en train de reprendre, donc je vais voir comment je peux être avec lui, tu sais. Mais ouais, des gens comme ça, puis aussi des personnes que j'ai rencontrées, comme je disais, dans les événements, en personne, tout ça. Par exemple, tu vois aussi Charles Brun, j'avais parlé de la startup dans laquelle j'ai fait ma première mission freelance. Tu sais, c'est lui qui a monté aussi Juliette et Chocolat à la base. Donc, plein d'expériences, plein de trucs d'entrepreneuriat. Et puis aussi tous ces profs de HEC et mes boss que j'ai eu chez les Pages Jaunes, c'est qui m'ont pris sous leurs ailes et qui m'ont appris des choses, tu vois, même si à l'époque j'étais plus, tu sais, genre en mode jeune, hyper ambitieux, je veux tout faire, tout vite, etc. Ben, je remarque avec le recul qu'il y a des trucs hyper intéressants. Par exemple, un prof d'entrepreneuriat à HEC que j'ai eu qui s'appelle Claude Ananou, c'est lui qui m'a fait découvrir la semaine des 4 heures, tu sais. Et je lui ai envoyé un courriel la semaine dernière pour lui dire merci, vous avez changé ma vie. Et là, tu vois, on va collaborer ensemble sur son MOOC. Il a le MOOC HEC entrepreneuriat, il y a 19 000 étudiants, tu vois. Je vais faire des capsules sur le freelancing, sur l'entrepreneuriat web. Qui a d'autres aussi. Yasha Sekavat, qui était mon prof, je sais pas si tu l'as eu toi en marketing HEC. C'était mon prof de marketing électronique à la maîtrise en e-commerce. Je pense que je l'ai eu dans une moitié de cours. Ouais, avec Sylvain Amoros, je crois, c'est ça. Ouais. Donc c'est ça, tu sais, lui, pareil, Yasha, je l'ai invité à parler à moi e-commerce. Ensuite, il m'a proposé de faire mon stage chez les Pages Jaunes, et puis après, c'est devenu mon boss. Tu vois, des gens comme ça il m'a appris à comment structurer un pitch, comment gérer des relations internes avec des personnes de différents services, de différents types. Donc, puis pareil aussi, Jérémy Ferry, qui était qui était le senior product owner, juste qui travaillait avec moi, tu vois, qui était plus mon boss direct. Enfin, plein de personnes comme ça au fur et à mesure qui, soit que je connais pas forcément personnellement, tu vois, mais à travers des livres, des podcasts, des interviews et autres, soit des personnes en direct, mais toujours être en contact avec des gens comme ça. Et puis, ce qui est cool, c'est que quand tu évolues, tu vois, toi, tu lances ton podcast maintenant, c'est une next step pour toi. Tu as l'opportunité d'interviewer des gens comme ça, tu vois. Et j'ai pu interviewer, par exemple, Olivier Roland, qui est un peu le Tim Ferriss français quand j'étais à Lisbonne cet automne. J'ai pu faire une interview de Nomadic Matt, qui a le plus gros blog de voyage, de Vin Clancy, tu vois. Tu rentres en contact avec les gens qui, à la base, t'inspirent, etc. Et moi, le top, ce serait de rentrer en contact avec Tim Ferriss. Très compliqué. Ça peut arriver, J'y travaille, tu vois. Olivier Roland, ça a pris 1 an de le booker et de l'avoir en personne pour faire l'interview. Tu sais, c'est de la persévérance aussi. Tu as une autre leçon encore d'entrepreneuriat. Tu sais ce que tu veux et où tu vas. Tu vois, je sais pas, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a quelqu'un de dream que tu aimerais avoir sur ton podcast? Je sais pas si tu as quelqu'un qui te vient en tête là. Comme ça, là, j'ai personne en tête. Je suis vraiment beaucoup de gens, plein d'entrepreneurs. Là, fait que c'est sûr que là, je me dis, peut-être Jeff Bezos ou comme. Why not? Cool. Mais je vais commencer au Québec, je pense. Mais c'est Ouais. ça, fait que dans le fond, toi, tu faisais juste écrire directement à ces gens-là pour qu'ils participent à tes vidéos et tout, ou est-ce que tu avais des techniques pour rejoindre Ouais. ces gens-là? Ouais. Ouais, j'ai des techniques, puis j'ai appris ça, tu vois, justement, de Charles quand on devait booker les speakers pour Montréal e-commerce, etc. Tu sais, on n'avait pas beaucoup de budget, il fallait faire venir des gens, etc. Donc c'est toujours arrivé à trouver ça. Puis ça, je pense que c'est une de mes forces maintenant, d'arriver à contacter des gens high profile, très peu de temps dispo, etc. Tu vois, même quand j'étais étudiant à HEC, j'avais réussi à avoir le CEO de Beyond the Rack à une conférence. J'étais encore au bac au HEC. Après, j'avais eu aussi Ethan Song, le CEO de Frank Oak, plein de gens comme ça. Et c'est de comprendre les différentes techniques. Puis ça, c'est aussi des techniques qui sont dans la semaine des 4 heures, tu vois aussi.
C'est de OK. comprendre que ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut aller straight to the point. Il faut montrer ce que tu as à leur apporter. Tu sais, ça peut être des trucs bêtes comme mettre des phrases en gras, tu vois, la question que tu as à leur poser en gras. Et ils vont te répondre oui ou non, tu vois, et te transférer à leur secrétaire, par exemple. Mais de savoir Mhm. mettre le pied dans la porte, faire le suivi, et puis aussi, tu vois, un peu les... tu sais, vraiment savoir ce que tu veux, etc. Et ça, il y a un livre que je recommande là-dessus qui s'appelle The Third Door de Alex Benayan. Incroyable comme livre. Un gars qui s'est créé un réseau de classe mondiale en quelques années, tu vois, par le hasard des choses. Enfin, c'est pas vraiment le hasard parce qu'il l'a cherché, tu vois. Mais il a réussi à créer plein de trucs. Il a réussi, bah lui, il a rencontré Tim Ferriss. Il a fait des week-ends avec lui à travers un truc qu'il avait créé, tu vois. Il a acheté une montagne pour faire un resort où les gens cool allaient traîner, tu vois. Enfin, bref, livre hyper intéressant, mais ouais, c'est un skill qui est hyper intéressant, surtout quand tu as besoin, en fait, ou que tu as des projets dans lesquels tu veux interviewer des gens ou avoir des speakers. Et même par la suite, tu vas pouvoir avoir des conseils. Je sais pas, peut-être que tu as un truc, c'est un peu le concept d'avoir des mentors informels, tu vois. Mais Mhm. si tu as des personnes qui sont experts dans un sujet, tu vois, d'arriver à trouver une relation où bah, tu peux poser des questions dans une relation, mais il faut toujours avoir un peu un contexte ou un prétexte pour contacter ces gens-là, tu vois. Je vais pas envoyer un mail à Tim Ferriss, salut, j'aimerais savoir comment faire des pompes, tu sais. Genre, J'imagine aussi qu'il y a une espèce de momentum qui se crée une fois que tu as des ouais, contacts super pertinents, ben eux, ils vont c'est te sûr. présenter à d'autres, puis ça va aller Ouais, puis vraiment. c'est aussi, t'as tout ce qui est personal branding et social proof, tu vois. Mettons, si tu dis, moi, si pour mes vidéos, mes interviews au podcast, tu sais, il suffit que je dise, ok, j'ai eu Stan Leloup, Olivier Roland sur mon podcast, tu sais, je peux avoir pas mal de monde aussi en francophonie qui les connaît. Mhm. Parce que les gens ils se disent, ok, si lui il a dit oui à ça, c'est que c'est cool, machin. Pareil, la semaine dernière, j'ai été mentionné dans plein de journaux français, tu sais, genre pas via l'AFP, mais dans France 24, dans RFI, dans Les Échos-Start, etc. Au Québec, Les Affaires, Infopresse, HEC Gestion. Il suffit parfois que tu dises des choses comme ça pour que ça t'amène à un autre niveau, tu vois. C'est toujours genre, hop. Mhm. Parfait. Là, on s'emporte beaucoup, là, c'est tellement intéressant. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de growth hacking avant la fin, vu que, ben, growth marketing, parce que c'est un Mhm. sujet super. Je pense qu'il y a plein de gens qui veulent savoir c'est quoi, puis qui sont pas trop certains. Comment tu fais pour apprendre cette discipline-là? Comment tu fais pour te tenir à jour? Puis c'est quoi exactement le growth marketing? Alors c'est un secret. On a un ordre privé, un peu comme les Illuminati, et on n'en parle pas. Et là, on veut savoir tout le secret du podcast. Ouais, bah écoute, moi quand j'ai commencé à me renseigner là-dessus, c'était en 2013-2014. J'étais encore étudiant et je commençais un petit peu dans le monde du marketing digital. Puis je voyais que j'avais un profil, tu sais, assez analytique et que c'était quelque chose qui était nouveau, qui était tendance, tu vois. Donc j'étais un petit peu dans ce monde-là. Euh, et comment j'ai commencé vraiment là-dedans, j'ai... Bah, c'est en lisant des trucs là-dessus, au final, tu vois, j'ai compris que ce que je faisais déjà depuis des années en tant qu'étudiant pour remplir mes événements HEC, tu sais, scraper des listes de courriels d'étudiants HEC, leur envoyer des emails, les ajouter à des événements Facebook, tout ça, bah, ça avait un nom, ça s'appelait le growth hacking, tu vois. Et j'ai commencé à me renseigner là-dedans, à lire là-dessus, à m'entourer de personnes qui faisaient ça. Et justement, tu vois, c'est pas pour rien que je suis parti faire les pages jaunes, chez les pages jaunes, faire mon stage. C'est parce que bah, Yasha, il connaissait le pouvoir de ça, il l'était lui aussi un petit peu. Il avait déjà un growth hacker dans les pages jaunes, tu vois. Donc il y avait tout ce côté-là. Et puis bah, j'ai commencé assez vite à bloguer là-dessus pour répondre aux questions que les gens me posaient sur comment tu organises des événements, comment tu les remplis, etc. Mais peut-être que je vais définir ce que c'est parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop ce que c'est parce que ça fait assez spécial le growth hacking. Maintenant, on appelle plutôt ça le growth marketing pour les gens qui sont sérieux là-dedans, pour se séparer un petit peu du côté genre hack, hyper tactique, rapide. Donc le growth marketing, c'est en fait une méthodologie marketing pour, à travers tous les canaux, arriver à trouver les plus forts leviers de croissance pour faire grossir une entreprise, peu importe ce que c'est comme entreprise. Et donc concrètement, c'est faire des tests en continu sur différents canaux marketing pour trouver les choses qui ont le plus de potentiel de te faire croître.
Exemple connu, tu sais, par exemple, tu dois connaître ça, Dropbox, le truc où tu peux inviter des amis à Dropbox et puis tu gagnes 500 MB et puis l'autre personne gagne 500 MB. Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'ils ont testé. Facebook, pareil, tu vois, le onboarding où je crois qu'il faut que tu invites 7 amis parce qu'ils ont réussi à prouver dans les chiffres que quand tu invites 7 amis, bah, ça veut dire que la personne va être engagée parce qu'il y aura de l'activité, etc. Tu vois. Et donc, tu as un framework qu'on utilise beaucoup qui s'appelle le R, AARRR, tu vois, pour jouer un peu dans le style pirate, R. Et donc, c'est acquisition, activation, revenue, retention et referral. Donc, ça OK. peut être un petit peu organisé l'ordre, mais en gros, c'est les différentes étapes pour faire entrer des gens dans ton tunnel. Et voilà, donc tu peux optimiser différentes choses. Il y a des growths qui sont spécialisés en acquisition, donc pub payante par exemple de ton côté, tu vois. Si tu prends le truc plus globalement, il y en a qui sont plus en rétention. Tu vois, donc par exemple chez les pages jaunes, on mettait beaucoup de choses en place pour la rétention, des notifications à certains moments pour que les gens se réactivent, tu vois, réouvrent l'application et fassent des choses. Euh, donc, il y en a qui vont être plus sur la partie vraiment, tu sais, conversion, pour que ce soit de l'achat ou pour des leads. Donc, OK. il y a beaucoup de choses là-dedans, mais en gros, voilà, c'est ce que j'aurais à te dire comme introduction là-dessus. Ah, Puis je pense que toi, tu dois connaître, j'en ai parlé dans mon cours à HEC. ouais, Parce que j'ai dû faire une séance là-dessus. Là. trop. Mais non, ça me donne une meilleure idée. Je pense que ça guide aussi les gens, surtout avec les exemples que tu as donnés, c'est tout le temps plus concret. Mm. Est-ce que, en tant que growth marketer, est-ce que c'est toi qui testes tous ces canaux-là ou toi, tu es plus comme le pilier central puis tu travailles avec des équipes qui mettent en place des stratégies? Bah, ça dépend toujours de la taille de l'entreprise et de mes clients. Tu sais. Chez les pages jaunes, par exemple, il y avait beaucoup de choses et beaucoup d'acteurs. Tu sais, on avait des développeurs, des designers, des décisionnaires, etc. Donc c'était un peu plus long comme cycle, mais on avait plus de choses à tester, tu vois. Et donc dans ce cas-là, c'était plus en mode genre, ok, voilà nos métriques, où est-ce qu'on pourrait le plus avoir d'impact? C'est en testant des choses. Donc tu priorises aussi toujours tes tests. Et donc là, bah, voir, ok, on s'était dit, ok, est-ce que peut-être c'est sur le site web que en changeant tel bouton de place, on pourrait augmenter le taux de clic et donc de revenus, tu vois, par exemple. Euh, donc chez des grosses entreprises comme ça, où il y a des équipes en fait marketing en place, dans ce cas-là, c'est plus d'identifier, regarder les chiffres, identifier là où tu pourrais avoir un impact et bah, écrire les requis du test, définir dans quel ordre tu vas faire les tests et faire les suivis, tu vois. Dans la réalité, moi, mes clients, j'aime quand même bien avoir les mains dedans. C'est pour ça que je prends des clients plus start-up et PME. Donc là, mettons, j'ai un site de e-commerce comme client. J'ai une start-up dans la blockchain, dans le monde des diplômes. Tu sais. Et donc là, bah, tu sais, il y a des trucs que je dois implémenter parfois. Il y a des trucs aussi que je dois leur dire, bah, faites attention à ça, voilà ce qu'on pourrait tester. Et là, c'est leurs équipes qui l'implémentent. Tu vois. OK. Mais c'est un peu ce rôle, justement, un peu tu sais, généraliste. Je maîtrise tu sais, plus ou moins tous les différents canaux marketing. Et j'ai cette Ouais. vision d'ensemble, justement, grâce aux analytics, aux chiffres. Bah, c'est le cours que je donnais au HEC que tu as pris, Web Analytics. Grâce à ça, tu peux identifier ce qu'il y a et donc mettre les efforts là où il faut. Mhm. Parfait, ça fait du sens. Bon, pour finir, je voulais juste savoir là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Là, il y a le growth hacking, il y a la formation. Tu as dit que récemment, tu as revu ton pourcentage de chaque. Donc, c'est quoi Mhm. tes plans pour les prochains mois? Bah écoute, moi je pense garder la même proportion entre formation, contenu, aider les freelance et aussi moi, ma mission freelance, parce que c'est Ouais. important, je trouve, de garder le pied dedans. Ça me permet de me tenir à jour dans tout ce qui est marketing, dans différentes parties, tu vois, et d'avoir cette relation client qui me donne beaucoup d'inspiration pour ensuite créer du contenu et améliorer Freemode pour vous aider aussi. Et puis optimiser ça, tu vois, j'aime bien avoir toujours un peu un côté laboratoire secret, tu sais, pour tester des choses. Avant, c'était mon blog, maintenant c'est Freemode, etc. Et donc, je pense garder cette proportion. Après, dans la partie bah, formation, infoprenariat, comme tu le sais, je suis en train de monter j'ai une petite équipe qui m'aide depuis avril-mai. Euh, donc, bah, continuer ce process de déléguer petit à petit les choses pour me libérer du temps, pour me focus sur d'autres gros projets, tu vois. Donc, je travaille là-dessus, tout en maintenant les nouveaux Freemote, les ventes, etc. Donc, c'est toujours tu sais, un jonglage, tu sais. Euh, Là, tu vois, j'ai pu me libérer du temps justement pour faire ce défi d'une vidéo par jour, qui est quand même pas rien, tu sais.
Gros défi pour vrai, là. C'est un gros défi. Là, ouais, j'ai tourné les vidéos et tout jusqu'à lundi, donc il me restera la semaine prochaine. Ah, Puis bon. après, ça m'a enlevé plein de blocages, c'est pour créer plus de contenu en continu. Mais pour répondre à ta question, ce qui s'en vient, toujours plus de contenu sur le freelancing, comment devenir freelance, le nomadisme. Mhm. Je pense que la Covid a apporté pas mal de déblocages par rapport à ça. On a vu que tout le monde pouvait travailler à distance. Enfin, tu sais, ça fait il y a des gens qui disent ça depuis 10 ans, 20 ans. Tu sais. Ouais. Enfin, ah oui, c'est possible. Ok, c'est différent, mais c'est possible. Et voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions à faire de ce côté-là. Mais de mon côté, tu sais, j'ai choisi le freelancing parce que c'est vraiment moi ce qui m'a permis de démarrer et de gagner ma vie en ligne. Je pense que c'est le meilleur tremplin pour les personnes qui veulent commencer à gagner leur vie en ligne à côté de leur boulot, à côté de leurs études, etc. Et puis, tu sais, petit à petit, évoluer pour arriver là où tu en es, par exemple, où tu es full booké, où tu as un tarif qui commence à devenir intéressant. Et à cette étape-là, tu sais, Free Mode, c'est vraiment te donner tous les outils pour ça. Je Mhm. pense qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi d'un peu plus d'accompagnement. Donc continuer peut-être après Freemote à offrir du suivi continu à des personnes pour justement les amener au niveau où toi tu es, tu vois, d'être full booké, avoir des bons tarifs, etc. Et ensuite, justement, tu sais, t'en parles, toi, tu as ce projet et c'est normal, tu vois, quand tu es freelance, tu as aussi petit à petit ce côté entrepreneur qui naît, tu commences à gérer ta compta, à vouloir tester les trucs, et tu veux décorréler ton temps de tes revenus Mhm. et travailler sur des systèmes, des projets qui te dépassent, qui peuvent tourner sans toi. Et donc pour moi, le plus logique, et ce que je vois beaucoup chez les freelances, et ce que j'ai fait, c'est de vouloir créer sa formation sur son métier. Tu vois, pour pouvoir jongler entre ton freelancing qui t'apporte tes revenus et ta flexibilité, mais travailler sur d'autres projets qui peuvent travailler sans toi, tu sais, en théorie. Et voilà. Et donc je veux accompagner les freemotes à arriver là aussi. Et donc je vais travailler bientôt sur une formation pour aider les freelances justement à dématérialiser leurs compétences, tu vois, les délier de leur temps pour les vendre sous forme de formation en ligne, de coaching. Et donc, tout ce qu'on a parlé au début de l'interview, tu vois, toute la partie trouver le sujet de formation, arriver à se positionner différemment, se différencier des autres personnes, arriver à faire tout le processus de lancement lean pour être sûr de ne pas te planter et de faire évoluer ta formation au fur et à mesure. Tu vois, il y a toute la partie aussi marketing, de lancement, de webinaire, de pub, de tunnel, etc. Il y a énormément de Mhm. choses là-dedans. Je suis encore en train de travailler là-dessus, mais tu vois, je m'estime à plus de 100 remotes, j'ai quand même compris quelque chose que je peux enseigner à d'autres personnes par la suite. Ben oui, c'est sûr. Ben moi, je suis pas partante, tu le sais, fait que dès que Ouais, dès que ça c'est arrive, prêt. ça arrive. Parfait. Ben écoute, je te retiendrai pas plus longtemps. Merci pour ton temps. Merci pour tous tes partages. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de valeur à prendre de ce podcast-là parce qu'il y a plein de références. Là. Je vais faire une petite liste après pour que les gens se retrouvent. Puis aussi, c'est ça, là, de partager ton expérience Mhm, jusqu'à monter une formation avec 100 personnes, avoir des gros clients en growth marketing. C'est mhm. vraiment Ouais, intéressant, je pense. puis là, enfin, Tania en est la preuve après moi, mais tout est possible, tu sais. Si vous donnez les Ouais, moyens, vous y croyez et vous mettez en place les actions, peu importe d'où vous partez en ce moment, tout est possible. Il y a plein de success stories, c'est pas ça qui manque sur le web là. Je pense que c'est important d'écouter des épisodes de podcast comme ça pour s'inspirer, avoir des outils, avoir des philosophies. Mais si vous passez pas à l'action après cet épisode, c'est entre guillemets, il a pas servi à son plein potentiel. Donc après l'épisode, là, je veux que vous notiez trois choses que vous allez faire, les trois prochaines actions par rapport à votre projet, peu importe si c'est freelancing, formation ou autre, mais notez-vous des actions et mettez-les en place. Parce que sinon, c'est facile de rester dans ce cycle de procrastinate learning où on fait que lire des choses, écouter des vidéos, etc. Et on n'avance pas. Donc, passez à l'action. Tout va se clarifier, tout va se dérouler, toutes vos questions vont être répondues dans l'action. c'est bon ça, merci. Je pense que toi aussi tu pourrais devenir coach motivateur là. C'est un peu ce que je suis déjà en fait, hein, si tu regardes. Non, mais j'aime ça, tu sais, les gens vont avoir un step après le podcast, c'est parfait. Fait que merci encore pour ton temps. Je vais tout mettre tes ressources dans les liens du podcast sur comment Mhm. les gens peuvent te trouver et tout, ton blog, tes réseaux sociaux, Freemote qui est déjà sur mon Instagram, mais je vais le mettre aussi sur mon Ouais. podcast.
façon, vous pouvez me trouver facilement. Je suis le seul Ambroise Debré sur Terre, donc je me suis mes parents m'ont différencié à la naissance, donc C'est sûr que pratique. moi, c'est le seul. Bah, je le sais. Puis de toute façon, même si on avait un autre, il serait loin après moi dans les résultats de recherche et tout ça. Donc, Ouais, c'est sûr qu'après avoir partagé tout le contenu que tu as partagé, c'est difficile de te c'est ça. rejoindre. Ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation pour ton premier épisode. Ça me fait très plaisir. Et puis, ça te lance pour la suite. En tout cas, bravo pour ça. Ça, c'est un passage à l'action, tu vois. Tu avais ce projet-là, maintenant c'est réel. Et après, on verra comment ça évolue. Mais bravo pour ça. Grâce au Mexique, parce que le Mexique m'a inspiré à partir mon podcast. C'est l'effet tacos et tequila. C'est comme ça. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Viséo. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si oui, ça m'aiderait beaucoup si tu t'abonnes à ce podcast ou encore que tu le partages dans ta story. Une des meilleures manières de rester motivé et de faire partie d'une communauté d'entraide entre entrepreneurs, c'est ce que je te propose avec le groupe Facebook Viséo. Joins-toi dès maintenant et sur ce, je te dis à bientôt.